c'est parti. Voilà, c'est ça. Merci Élodie. Donc, très rapidement, CCI Innovation Bretagne. Nous faisons partie de la CCI Bretagne, Direction Innovation, et on accompagne les entreprises dans leur démarche d'innovation. Je ne vais pas en dire plus ce soir parce que ce n'est pas le sujet. On les accompagne notamment au niveau du management de l'innovation, c'est-à-dire leur façon de piloter l'innovation. Et là, je veux bien, Élodie, que tu présentes le premier slide. Alors, dans le management de l'innovation, il y a beaucoup de choses. Vous les voyez toutes affichées à l'écran. Il y a une bonne compréhension de l'entreprise et son environnement. Il y a la nécessité d'avoir un leadership, des compétences et des moyens, des techniques d'innovation, de savoir détecter des opportunités, d'obtenir des résultats et de les évaluer. Et puis, il y a une partie que vous voyez en vert en haut, la culture de l'innovation. Et c'est ça qui va nous intéresser ce soir. Et je veux bien juste, Élodie, que tu passes la slide suivante. La culture de l'innovation, ça recouvre aussi beaucoup de choses. Donc, je vais vite parce que je veux laisser la parole à Élodie. C'est à la fois savoir soutenir des comportements innovants. On peut parler de curiosité, de tolérance à l'échec, de soutien aux idées, d'expérimentation, etc. Il faut savoir développer des compétences qui soutiennent des activités d'innovation. Ça aussi, ça favorise la culture de l'innovation. Et là, on parle de formation. Il faut savoir mettre en place des collaborations internes et externes. Et puis, ça fait vraiment partie de la culture de l'innovation et c'est important, c'est un vrai levier. Il faut savoir développer les facteurs de motivation intrinsèques. Voilà. C'était juste pour vous replacer ce que c'est que la motivation et je laisse la parole à Élodie. Merci beaucoup, Julie. Je vous propose cette présentation sur le thème de la motivation individuelle au service de l'innovation dans un contexte d'innovation. Ça va se dérouler de la manière suivante. Je vais vous faire la présentation. On va avoir un atelier parce que en priorisant les différents sujets, je me suis dit, bon, voilà, ce serait bien que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc, je vais vous présenter un outil concret que vous allez tous mettre en pratique. Et après, on aura un temps pour les questions-réponses. Donc, pour l'instant, en fait, je vous demande de laisser les micros en mute. Je vais dérouler la présentation. On va faire l'atelier et il y aura les questions-réponses à la suite. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Élodie Descharmes. Je définis mon métier comme coach d'équipe. Après, ça dépend des contextes. Il y a certains endroits où on dit coach agile. Bref, moi, j'aime bien coach d'équipe. Facilitatrice, j'anime en fait des événements pour les collectifs et formatrice. Je travaille dans plusieurs contextes. J'aime bien ma vie professionnelle à plusieurs casquettes. Je suis à temps partiel chez Orange en tant que coach agile. Je suis indépendante au sein du collectif d'indépendants TITAT. Donc, c'est avec cette casquette-là que j'interviens majoritairement aujourd'hui. Et je donne aussi des vacations sur le domaine du management de projet et de l'agilité pour l'Université de Rennes 1. Voilà, donc des différentes petites casquettes professionnelles. Mais ce n'est pas le plus important. On va rentrer dans le vif du sujet. Juste, simplement, comme je vous disais, j'interviens en tant qu'indépendante dans le sein du collectif TITAT. Donc, un petit mot sur TITAT, ce petit mot un peu bizarre. Donc, ça désigne en fait un rassemblement d'indépendants qui s'unissent en fait pour essayer de relever 3 défis. 3 défis qu'on a identifiés comme suit. Donc, repenser le management et typiquement l'atelier que je vous propose aujourd'hui rentre dans ce défi-là. Challenger les business models, donc dans un monde qui évolue rapidement, en fait, rechallenger continuellement son business model et donner du sens, aligner en fait les valeurs au travail de manière à aussi donner du sens à toutes et à tous au sein de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est simplement pour vous dire un petit mot de TITAT. Pour aller plus loin, je vous conseille vivement d'aller sur le site, je pense que c'est le mieux. Il y a une présentation de l'identité de TITAT et de ce qu'on peut apporter en termes d'accompagnement. Alors, l'innovation et la motivation. Pourquoi est-ce qu'on met les deux ensemble? C'est quoi le rapport? Déjà, un petit mot de contexte. Je ne sais pas, vous en avez peut-être déjà entendu parler de ce terme VUCA. Le fait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde VUCA. Donc, derrière cet acronyme un petit peu barbare, il y a 4 mots. Il y a volatile, incertain, enfin, c'est le U, uncertainty, complexe et ambigu. Ça, c'est pour nous aider en fait à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Le monde n'est pas devenu fou, il est juste devenu VUCA.
Volatile, ça veut dire que ça change très vite. Et ça, je pense qu'on peut tous le constater au quotidien. Incertain, ça veut dire que j'ai du mal à appréhender complètement le présent et j'ai du mal à prédire l'avenir. Ça, c'est incertain. Complexe. Je n'ai plus, enfin, c'est plus aussi simple, les relations cause à effet, linéaires, etc. On est plus dans des relations d'interdépendance, dans des écosystèmes. Donc, c'est forcément complexe. Et ambigu, dans le sens où je peux avoir deux choses qui, a priori, pourraient s'opposer, mais qui sont vraies en même temps. Donc, cet acronyme VUCA, j'aime bien comme introduction, en fait, pour dire, voilà, on est dans le monde en général et le monde professionnel en particulier, de plus en plus dans ce type de contexte. Et ça ne nous rend pas les choses très simples. Ça complexifie un petit peu le travail. Et je voudrais revenir, pour faire le lien avec la motivation, sur une théorie que vous avez peut-être dont vous avez peut-être entendu parler, parce que ça ne date pas d'hier, ça date des années 60. C'est un professeur de management au MIT, Douglas McGregor, qui a défini en gros deux styles de management qui présupposent deux visions du monde différentes. Il y a la théorie X et la théorie Y. La théorie X présuppose que les personnes n'aiment pas travailler. Donc, du coup, leur manager, en fait, va devoir les forcer ou les motiver à travers une récompense. Les personnes préfèrent être dirigées, ne vont pas forcément chercher des responsabilités, sont principalement motivées par la rémunération et dans leur contexte de travail, un peu de créativité. C'est très caricatural. Hein. On est vraiment sur j'insiste, c'est pas tout blanc ou tout noir. Là, on est vraiment sur des caricatures d'un modèle. Et cette vision du monde X va induire un certain mode de management. À côté de ça, il y a la vision du monde Y, qui considère que les personnes ont besoin de travailler pour s'accomplir personnellement, professionnellement, qu'elles peuvent prendre leurs responsabilités, elles vont même chercher les responsabilités, se diriger elles-mêmes. Elles sont a priori motivées par le désir d'accomplir leur potentiel et que tout le monde quelque part est créatif, et même on ne l'exploite pas assez en fait. Comprenez bien que dans un monde VUCA, on va chercher à s'adapter rapidement. On va chercher la créativité des personnes. On va leur demander de prendre des responsabilités parce que si tout change très rapidement, on ne peut pas se permettre d'avoir une organisation hyper hiérarchique avec des gens qui ne font qu'obéir aux ordres. On va avoir besoin de prise de responsabilité à tous les niveaux de l'entreprise. Il faut aller vers la théorie Y, on n'a pas le choix dans ce type de monde. Dans ce tableau-là, pour moi, il y a quelque chose qui ne saute pas forcément aux yeux, mais qui est hyper important. C'est, vous voyez, sur plusieurs lignes dans la théorie Y, sous de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, les personnes prennent plaisir à leur travail. Dans de bonnes conditions, les personnes cherchent des responsabilités. Dans de bonnes conditions, les personnes sont motivées. Et c'est ces bonnes conditions qu'on va chercher avec cet atelier en essayant de voir qu'est-ce qui nous motive. Et alors la petite difficulté derrière ça, c'est que ce qui moi me motive n'est pas ce qui vous motive vous. On a toutes et tous des leviers de motivation qui sont différents. Alors là, je parle de la motivation intrinsèque. Je ne parle pas de la motivation extrinsèque qui existe aussi par le salaire, parce que en fait là c'est présupposé en fait que les personnes sont motivées par la rémunération. Je suis dans une vision du monde X. Je cherche en fait à développer les leviers de motivation intrinsèques. C'est en gros tout sauf la rémunération. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien rémunérer les gens, car on a montré que même avec des très bons leviers de motivation intrinsèques, si les personnes ont le sentiment de ne pas être suffisamment rémunérées, elles ne seront pas motivées. Donc il y a un prérequis qui est ça, mais aujourd'hui on travaille sur la motivation intrinsèque. Si vous cherchez en fait chacun et chacune individuellement à imaginer votre environnement de travail idéal, dans quel contexte est-ce que vous auriez vraiment envie de venir travailler le matin? Limite le vendredi soir, ça serait difficile de partir parce que votre travail en fait vous motive et quelque part aller en week-end c'est bien aussi, mais vous auriez envie de continuer à avancer.
Je suis sûre qu'on donnerait tous et toutes une réponse différente. Le piège pour le manager, c'est d'imaginer que ce qui le motive lui motive ses collaborateurs. Voilà, donc ça c'est les généralités. Et à partir de là, on se dit comment on fait? J'ai besoin de me connaître moi-même, connaître mes leviers de motivation intrinsèques, tout simplement pour aller chercher un contexte de travail qui me motive. Mais j'ai besoin aussi, si je suis manager, de comprendre, connaître les leviers de motivation des personnes qui travaillent avec moi pour leur fournir cet environnement adéquat, cet environnement qui va leur permettre de se réaliser et d'être dans un monde Y. Donc, il y a plusieurs outils en fait pour faire ça. Pour ce webinaire, j'en ai sélectionné un à vous présenter, tout simplement parce qu'il me paraissait assez facile à mettre en œuvre, à expliquer et à mettre en œuvre, même avec un grand nombre de personnes et même à distance. Donc cet outil, c'est un outil qui s'appelle les Moving Motivators, donc les leviers de motivation qui bougent, si vous voulez. C'est un outil qui a été créé par Jürgen Appelo. Si vous ne connaissez pas Jürgen Appelo, je vous encourage vraiment à chercher sur Google, regarder sur YouTube. Il y a plein de vidéos de ses conférences. Malheureusement, en général, c'est en anglais non sous-titré, mais c'est vraiment du pain béni. Et il a publié plusieurs livres, dont celui que j'ai mis en photo ici, enfin la couverture, qui s'appelle Managing for Happiness, dans lequel il présente notamment cet outil-là, mais aussi plein d'autres. C'est un outil que vous pouvez trouver en ligne, qui se présente sous forme de cartes. Donc là, je les ai mises à droite. Et ça décrit en fait 10 leviers de motivation intrinsèque. Ces cartes-là, vous pouvez en fait, sur le lien qui est tout en bas de la slide, j'imagine qu'on verra les slides après l'atelier, vous pouvez les télécharger en fait et les imprimer. Donc c'est vraiment très facile de se l'approprier. Si vous voulez un joli jeu de cartes imprimé professionnellement, vous pouvez aussi l'acheter. Donc, j'ai ce jeu de cartes avec 10 leviers de motivation différents. Il y a l'acceptation, le fait que les gens autour de moi, voilà, m'acceptent tel que je suis et m'acceptent pour ce que je fais. La curiosité. J'ai envie en fait d'avoir un environnement de travail où j'ai toujours des nouvelles choses à découvrir, à étudier, à penser. La liberté, l'indépendance dans le travail. Le statut, être reconnu au sein d'une organisation. Le but, le fait que ce que je fais dans mon travail reflète un but dans ma vie. L'honneur, le fait que mes valeurs personnelles se retrouvent en alignement en fait avec mon activité professionnelle. La maîtrise, je suis en parfaite maîtrise de mon travail. Je sais que je fournis du travail de qualité complètement dans mes cordes. L'ordre, le fait qu'il y ait suffisamment de règles autour de moi pour cadrer en fait l'environnement et le stabiliser. Le pouvoir, qui est un levier de motivation important aussi, la capacité à influencer en fait ce qui se passe autour de moi. Et les relations sociales, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, le fait d'avoir un réseau, de connaître plein de gens dans son entreprise, d'avoir régulièrement des échanges. Donc ça, tout ça, c'est relations sociales. Alors, voilà, je vous ai présenté les 10 leviers de motivation. Après, avec les petits dessins et les petites descriptions, c'est pas très compliqué en fait de se les approprier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire là maintenant, on va faire l'atelier comme vous pourriez le faire pour vous-même. Vous êtes, alors combien vous êtes? 30 participants. On ne peut pas passer chaque personne une par une. Donc, je vais vous demander de le faire comme si vous le faisiez pour mieux connaître vos propres leviers de motivation. Donc, pour ça, il y a je vais juste mettre le lien dans le chat. Je vous ai préparé un board. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil Klaxoon. Peut-être que vous connaissez. Donc, je vais vous demander de rejoindre, cliquez sur le lien qui est dans le chat. Ça vous enverra sur un board
Vous allez voir, je vais vous le montrer d'ailleurs en partage d'écran. Top. Vous allez voir un board assez gros en fait, avec plein de lignes de cartes parce que je ne savais pas combien on allait être. Donc là, on est 30. On va en utiliser 30. Ce que je vous demande en fait dans un premier temps, c'est de... Vous allez sur ce board-là avec toutes les lignes, vous zoomez en fait à un endroit que vous vous dites, tiens, moi je me mettrais bien là. Et vous rajoutez un post-it. Alors pour ça, il faut appuyer sur le plus qui est en bas au milieu. Donc, hop, vous appuyez sur le plus. Vous mettez votre nom, votre pseudo, enfin une petite carte pour vous. Ça peut être votre vrai nom, votre pseudo si vous ne voulez pas être reconnu. Et à ce moment-là, hop, vous le mettez dans une case participant pour réserver votre ligne, quoi, en gros. Voilà. S'il y a le moindre souci technique, là, maintenant, tout de suite, n'hésitez pas à désactiver votre micro pour me le dire. Réactiver, pardon, votre micro pour me le dire. Parce que pour la suite, c'est vraiment important pour moi que vous alliez tous sur ce board. Donc, je vois les petits post-it de participants qui commencent à se placer. Super. Donc, vous avez chacun une ligne avec les 10 cartes, avec les leviers de motivation et une zone de travail. C'est tout simplement pour pouvoir déplacer vos post-it sans aller dans la zone des autres. Hop, je remets le lien. Okay. Alors, l'atelier va se dérouler en 2 temps. Exercice premier temps. Je vais vous demander d'ordonner les cartes par ordre d'importance pour vous. Par exemple, moi, si je fais l'exercice pour moi, j'ai tendance à mettre la liberté en premier, la curiosité en deuxième, etc. Ça demande un petit peu d'introspection. Hein. Mais voilà, la première phase, je vais lancer un timer à 3 minutes. Donc, il va y avoir 3 minutes de silence. Hein, vous êtes Excusez-moi. Oui, pardon. J'ai pas pu copier le lien, j'ai pas réussi à joindre le lien, donc je pourrais pas faire avec vous votre exercice. Ah, dans le pire des Parce cas, que j'ai un problème sur l'écran, que je le ferai pas avec vous. si vous avez vraiment un souci pour accéder à Klaxoon et que vous avez des post-it sous la main, vous prenez 10 bouts de papier où vous marquez le nom des cartes et vous pouvez le faire Après, on est d'accord, c'est bon, ok. devant Pardon. vous. Hein, il n'y a pas de souci. Je vois que Julie Durand lève la main. Personnellement, je suis bloquée. Je n'arrive pas à mettre mon nom dans la case participant. Donc, je ne sais pas si je vous indique, c'est pas grave s'il n'y a pas mon nom et je prends la ligne où il n'y a personne dessus. Si vous voulez, oui. Bah, en fait, Sinon, comment faire? il y en a largement assez. Donc, ce serait vraiment pas de bol de tomber sur la ligne de quelqu'un d'autre. Ok. J'avais prévu 50, vous êtes 28. Voilà. Donc, encore une fois, là, je l'ai fait sur un board Klaxoon pour gagner un peu de temps, mais en fait, on peut très bien aussi prendre 10 post-it, recopier les 10 mots et les placer en ordre sur son bureau devant soi. On n'est pas obligé de passer par un board en ligne. Alors, du coup, le temps s'est un petit peu écoulé. Je mets 2 minutes. Et dans 2 minutes, on passe à la suite. Mon timer est terminé. Est-ce que vous avez besoin d'encore un petit peu de temps? Je vois que ça continue à bouger un peu. Allez, je mets 1 minute de plus, mais
faudrait terminer. Ok. Donc, je vois quasiment tout le monde est revenu en ligne. Donc ça, c'est la première phase de l'atelier. On commence par ordonner les leviers de motivation intrinsèques du plus important au moins important pour soi. Ensuite, deuxième phase. À partir de cette ligne, on va bouger les cartes. C'est pour ça que ça s'appelle les moving motivators. Il y en a qu'on va monter et il y en a qu'on va descendre. Si vous considérez que dans votre environnement de travail actuel, il y a certains leviers qui sont favorisés. Par exemple, dans mon environnement de travail actuel, je considère que j'ai vraiment les coups des franges. Non seulement la liberté, c'est quelque chose d'important pour moi, mais en plus, je suis vraiment à même de l'exprimer. À ce moment-là, je vais le monter. Il suffit de déplacer légèrement de la ligne vers le haut. Et à l'inverse, s'il y a des éléments où je pense que si par exemple j'étais dans un contexte avec un manager qui veut absolument contrôler tout ce que je fais et me donne des listes de tâches à faire sans que j'ai mon mot à dire ou que je puisse exprimer en fait cette envie de liberté, à ce moment-là, je l'aurais descendu. On peut aussi les laisser sur la ligne en considérant que voilà, l'impact de mon environnement n'est ni positif ni négatif par rapport à ce levier-là. Ça, c'est la deuxième phase de... Maintenant qu'on a placé sur une ligne, on a priorisé en fait les leviers de motivation, on va les bouger. Donc, avec cette consigne-là, je vais redonner 2 minutes. Si vous n'aviez pas fini de les ordonner, vous pouvez le faire. Et ensuite, donc, les monter ou les descendre en fonction de s'ils sont favorisés ou défavorisés par votre environnement de travail actuel. Super, donc le timer est terminé. Alors, ce que je vous propose, à partir de là, c'est, je ne peux pas faire un débriefing en fait avec chacun d'entre vous pour l'atelier. Alors normalement, en fait, on fait un débriefing. Je vais vous expliquer un peu plus dans quel contexte je l'utilise et après, je vous mettrai dans des sous-groupes au niveau de la conférence Zoom pour que vous puissiez discuter en fait un petit peu entre vous de ce que ça vous a apporté, de ce que vous y avez vu, de ce que vous n'y avez pas vu, etc. Juste sur le contexte d'utilisation, moi c'est un petit outil que j'ai utilisé plusieurs juste pour moi en fait, pour évaluer un petit peu mon contexte professionnel par rapport à ma motivation. Je l'ai utilisé notamment lors de changements. Quand j'envisageais en fait de prendre un nouveau poste ou de me lancer dans une nouvelle aventure, à chaque fois que j'ai un changement, je refais cet exercice et j'essaye de voir si je pense que ma nouvelle situation va influencer positivement ou négativement en fait les leviers de motivation. Ça, c'est juste le faire pour soi. Je pense que ça apporte déjà beaucoup de valeur. Mais ensuite, j'ai également été manager et en tant que manager, je trouve ça très intéressant, si les personnes sont volontaires, bien sûr, de le faire en entretien one-to-one, en entretien en face-à-face avec les personnes de son équipe. Il n'y a pas de jugement en fait dans cet exercice-là, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Chacun a un ordre de levier de motivation différent et ressent son contexte de travail différemment. Donc, je trouve ça juste particulièrement riche de pouvoir connaître les leviers de motivation intrinsèques prioritaires pour les personnes qui travaillent avec moi, éventuellement voir s'il y a des problèmes, parce que là, vous les avez classés d'abord par ordre d'importance pour vous, et ensuite bouger en haut ou en bas en fonction de l'influence de l'environnement. Si je suis manager et que je fais cet atelier avec une personne qui baisse en fait des leviers de motivation qui sont importants pour lui, ça veut dire qu'on a vraiment un problème. C'est-à-dire que l'environnement de travail qu'il a aujourd'hui ne lui permet pas d'être motivé. C'est pas lui qui veut pas. Il n'y a pas de jugement derrière ça. C'est simplement
à moi, en tant que manager, de soit adapter l'environnement de travail existant, soit l'accompagner vers autre chose. Mais si par exemple quelqu'un baisse ces 2 ou 3 premiers leviers de motivation, il y a certainement un souci. Ça, c'est en entretien en face à face, manager-manager. Je l'ai également utilisé en collectif, au sein d'une petite équipe, plutôt au sein d'une petite équipe, jamais des grosses équipes parce que ça demande quand même un certain temps d'échange normalement. Sur des petites équipes de maximum une dizaine de personnes, on peut, à l'époque, on faisait des ateliers en physique, donc j'imprimais les cartes pour le nombre de personnes et chacun le fait. Et ça permet en fait tout simplement au sein du collectif une prise de conscience que chacun est différent, chacun a des leviers de motivation différents et que parfois, des tensions dans une équipe peuvent être liées à ça. C'est que ce qui est important pour moi n'est pas important forcément pour l'autre. Par contre, pour moi, au niveau, quand on le fait en collectif, en tout cas sur l'utilisation et l'expérience que j'en ai, c'est pas pour agir ensuite dessus. C'est plus pour une prise de conscience. Je pense que si on veut vraiment agir dessus, là, on est plus dans une relation manager-manager, on s'intéresse à la personne plutôt qu'au collectif. Ce que j'ai constaté aussi, et j'en suis assez persuadée, c'est qu'on gagne, la diversité nous fait gagner. Donc, c'est mieux d'avoir une équipe avec des premiers leviers de motivation qui sont assez différents, en fait, parce que du coup, ça va... quelqu'un, en fait, par exemple, qui va avoir une très forte motivation sur la liberté, sur la curiosité, va être assez complémentaire avec quelqu'un qui a des très forts leviers de motivation sur l'ordre, la maîtrise. Enfin, je prends cet exemple, ça pourrait être un autre. Mais voilà, il y a des complémentarités qui sont hyper intéressantes au niveau des motivations, pas uniquement des compétences. Voilà, donc maintenant que j'ai présenté l'outil, que vous l'avez vécu un petit peu, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'arrête le partage. Je vais vous répartir en sous-groupes. Je vais faire 4 sous-groupes, donc vous serez en moyenne, vous serez 7 par sous-groupe. C'est aléatoire. C'est Zoom qui gère le truc. Je ne peux pas en fait vous répartir en fonction de préférence. Donc 4 sous-groupes de 7. Et je vous demande juste en fait de répondre à ces 2 questions. Essayez de répondre entre vous à ces 2 questions. Qu'est-ce que vous pensez que ce type d'outil apporte? Qu'est-ce que vous y avez vu? Et deuxième question, qu'est-ce que vous n'y avez pas vu? Quelles sont ses limites? Et les personnes qui sont en voiture ou pas en face de l'écran, si vous avez imaginé un peu l'exercice dans votre tête, n'hésitez pas aussi à participer à la discussion. Alors, hop, je fais 4 sous-groupes. C'est parti. Et on va mettre un timer à, je regarde l'heure, allez, 5 minutes, 6 minutes. 3 minutes par question. Première question, qu'est-ce que l'outil apporte? Deuxième question, quelles sont ses limites? On va peut-être pouvoir réactiver les caméras, Elodie. N'hésitez pas à réactiver les caméras, surtout dans les sous-salles, c'est plus fluide. Okay. C'est parti.
Donc les salles vont... En fait, à la fin du temps, ils laissent 1 minute pour finir ce qu'on est en train de dire, parce que sinon le retour est un peu brutal. Donc du coup, il reste 25 secondes là, et puis après, toutes les salles se ferment automatiquement. Tout le monde revient. Et il reste salle 2 et salle 3 qui sont encore en train de discuter. 10 secondes. Et voilà. Alors, n'hésitez pas à rallumer vos caméras parce que là, on va discuter un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la salle 1 qui veut bien très rapidement, en 1 ou 2 phrases, me dire quelles ont été vos conclusions? C'est moi qui vais prendre la parole. Ça donne une photo rapide des vecteurs de motivation pour les personnes qu'on peut avoir autour de nous et nous-mêmes. Permet d'échanger avec des collaborateurs. Ce qu'on ne voit pas, je pense, c'est que dans le temps, ces vecteurs de motivation ils doivent changer assez régulièrement aussi. Et que, effectivement, en fonction des profils qu'on a à manager, on va dire l'ordre il peut être complètement différent. On voit qu'il y a beaucoup de curiosité et de liberté qui sont en tête des vecteurs de motivation. Et puis voilà. Okay. Laisse le suivant s'exprimer. Merci beaucoup. Je voudrais un représentant de la salle 2 et avec une petite contrainte, vous commencez votre restitution par oui et essayez de trouver quelque chose de différent à dire. Vous êtes content d'avoir commencé la salle 1 là, du coup. Oui. Je prends la parole et je réfléchis en même temps. Oui, et cet exercice, ça permet de prendre du recul sur soi, sur le moment. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire et de savoir un peu se poser et faire une introspection comme vous avez pu l'évoquer auparavant. Donc ça, c'est toujours intéressant et voir aussi les évolutions. Plutôt dans les limites, ça peut être nous-mêmes d'une certaine façon, quelle franchise on a avec nous-mêmes. Qu'est-ce que vraiment entre ce qu'on veut et ce qui peut vraiment se passer, on va dire. Et puis, ça va être aussi que notre limite, ça va être dans le contexte qu'on l'utilise. Si jamais on est effectivement dans un groupe, ne pas avoir peur effectivement du regard des autres, du jugement qui peut exister. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un de la salle 3 veut bien commencer par oui et Bien, je vais prendre, si je ne me trompe pas de salle, si c'est bien celle-là. Oui, et ça a l'intérêt de libérer la parole. La personne précédente a évoqué le fait qu'on se mette en quelque sorte sur un pied d'égalité. Quelque part, chacun livrant ses différents leviers de motivation. Voilà, ça permet de savoir, tiens, lui, il a dit ça, je peux me permettre de, quoi. Et j'estime que ça nivelle finalement un petit peu les échanges au sein du groupe, quoi. Oui, mais dans les limites, elles ont toutes été dites. Donc, je n'ai pas plus d'idées que peut-être une restriction dans les leviers de motivation, où il pourrait y en avoir des leviers de motivation qui sont supplémentaires, qui ne sont pas repris dans les cartes que vous avez présentées. Merci beaucoup. Quelqu'un de la salle 4? Allez, après, c'est le plus dur. Et Je réagis par la salle 4 du coup. Merci Valérie. On avait dit oui et il n'y a pas de jugement de valeur. Et ces leviers de motivation peuvent évoluer au cours de la vie professionnelle. On n'a peut-être pas toujours les mêmes en fonction de notre expérience, de notre vécu. Et les limites qu'on évoquait, c'est peut-être comment on fait s'il y a dans une équipe des leviers de motivation qui ne sont pas compatibles du tout. Voilà, tu évoquais que collectivement, c'était plus une prise de conscience, mais voilà, on se posait la question, est-ce qu'il peut arriver que
on soit sur un cas de figure où il y a vraiment des choses tellement pas complémentaires mais antagonistes que c'est compliqué. Merci beaucoup. Du coup, je vais répondre en fait sur ce point-là en particulier. Ça m'est arrivé de l'animer dans une équipe et qu'on trouve en fait des leviers de motivation très différents. Et en plus, ça fait ressortir des fois dans l'historique de l'équipe des tensions. Par exemple, je me rappelle une personne pour qui l'ordre était un levier de motivation très important et qui ne supportait pas en fait que, par exemple, d'autres personnes ne respectent pas les règles. Et du coup, ça avait créé des tensions. Et pour moi, il faut vraiment en tirer parti en disant mais c'est génial d'avoir dans cette équipe cette personne qui va avoir ce point de vigilance. Donc, on peut lui donner ce rôle-là, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu notre garde-fou. Peut-être qu'on est plusieurs à avoir tendance à aller un petit peu partout, mais on reconnaît en fait ça comme une force. Et en plus, comme c'est quelque chose qu'elle aime bien, on va lui proposer en fait de prendre plus de responsabilités par rapport à ça. Même chose en fait sur d'autres leviers de motivation. Je pense que effectivement, pour moi, en fait, c'était plus le facteur déclencheur de l'animation de l'atelier. C'est que je voyais des tensions parce que les personnes, c'est pas la même chose qui est importante pour elles. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça le déclic, c'est d'arriver dans une équipe et de sentir que ce qui est important pour Pierre n'est pas important pour Paul, etc. On fait cet atelier-là et ensuite essayer de leur demander comment tirer parti de tout, parce que nous, dans une équipe, dans l'idéal, on voudrait que tous les leviers de motivation soient activés. Et donc, on a besoin de tout le monde pour ça. Et on a besoin idéalement de ne pas avoir des gens avec tous les mêmes. Voilà. C'est un peu le débriefing, en fait, que je faisais en collectif sur cet atelier. Et j'avais pensé à autre chose dans ce que vous aviez dit, mais je ne m'en rappelle plus. Est-ce qu'il y avait des questions? Élodie, il y a une question de Julie qui indique mais n'est-ce pas là de l'ingérence managériale? Pour moi, ça ne l'est pas si on fait attention en fait à présenter l'atelier avant et s'assurer que les personnes sont volontaires. Pour moi, il faut vraiment. Ça fait partie des ateliers sur lesquels il faut faire attention à ça. Et en icebreaker, en petit exercice avant, quand c'est en collectif, alors quand c'est en one-to-one, c'est plus facile, les gens acceptent ou pas de le faire. Dans une équipe, il y en a qui veulent bien, il y en a qui ne veulent pas. Tous ceux qui veulent bien, c'est toujours ça de gagner. Voilà, il ne faut surtout pas forcer. Et ne pas juger ou réprimander les personnes qui ne voudraient pas le faire. Et dans un collectif, on peut utiliser, alors c'est un autre petit outil que je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour vous présenter aujourd'hui, mais que j'appelle le safety check. Donc c'est juste un petit sondage anonyme en début d'animation pour savoir à quel point les gens se sentent à l'aise avec la prise de parole. Par exemple, 5, ça veut dire je peux parler de tous les sujets devant le groupe. 4, il y a certains sujets dont je ne voudrais pas parler. 3, etc. Jusqu'à 1, je préfère écouter et pas donner mon opinion. Ça, on peut le faire sous forme de sondage. Alors, c'est surtout pas à main levée, hein, c'est vraiment anonyme pour faire un petit check de où on en est avec ce collectif-là en termes de liberté de parole. Quitte à avoir une animation de secours si on se rend compte qu'on n'est pas, en fait, on est en dessous de 3. Je sais pas s'il y a, du coup, j'ai pas regardé trop le chat. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Non, c'est vrai que je n'ai pas assez insisté là-dessus. Pour moi, c'est vraiment sur la base du volontariat. Et dans ma manière de faire, en tout cas, il est hors de question de forcer des personnes qui n'auraient pas envie d'aller sur ce terrain-là, soit avec son manager, soit en collectif. Une question sur le… Si jamais vous… Est-ce que c'est le cas d'ailleurs, vous le mettez en place au sein d'un groupe projet, est-ce qu'on peut imaginer que les facteurs de motivation évoluant selon la durée du projet, ça peut faire bouger un peu l'organisation. Enfin, c'est ça, en fait, dont j'avais pensé tout à l'heure, je ne me rappelais plus. Alors, ça m'est arrivé de le refaire 2 fois avec la même équipe. Et surtout, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Pour moi, je trouve que ça évolue peu, en fait. Mais voilà. Rien n'empêche de le faire plusieurs fois. Je pense qu'il faut quand même laisser un temps assez long entre 2 exercices, 6 mois au moins.
Par contre, ça a un intérêt de le refaire quand il y a un gros changement. Par exemple, une équipe avait un certain mode d'organisation. La mission consiste à l'accompagner en fait dans une transformation vers un autre mode d'organisation. Là, même si on l'a fait avant, on peut le refaire à ce moment-là pour dire ce nouveau mode d'organisation, ce changement, comment est-ce que vous pensez qu'il impacte vos leviers de motivation? Donc là, c'est pas l'ordre qui va changer, mais c'est par contre la hauteur et c'est vachement important du coup. Et je vois Julie qui lève la main. Oui, merci. Moi, j'avais une question, donc c'était par rapport au groupe. Donc, quand on manage justement un groupe, on a dit donc effectivement que le volontariat, si on part sur ce type d'exercice, était très important. Mais qu'en est-il, si on veut effectivement se rendre compte que dans l'ordre qui est donné par un des collaborateurs qui était volontaire, on se rend compte qu'il y a un impact sur les 2 premiers, les 3 premiers sur lesquels on a une alerte où on est censé pouvoir réagir, mais il faut faire bouger, c'est peut-être un autre sujet, mais faire bouger le groupe. Il y a besoin aussi d'intégrer. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que peut-être que dans le groupe, j'ai des gens qui vont ne pas être volontaires. À côté de ça, j'ai quelqu'un qui est volontaire et qui m'indique, j'ai un indicateur qui est dans le rouge, parce que voilà, dans son ordre, c'est à la baisse. Comment faire en fait, pour relever ça et faire en sorte après que la personne se retrouve à nouveau motivée, parce qu'a priori, on pourrait considérer que l'autre collaborateur, ça ne l'intéresse pas de s'intéresser à l'environnement, aux gens qui l'entourent, mais je ne peux pas laisser la personne qui est dans le mal-être, ou en tout cas mettre un voile sur ce qui est énoncé, ce que révèlent les cartes en fait. Ouais. Moi, je pense que c'est très différent en fait que ce soit en one-to-one ou en collectif. En collectif, par rapport à ça, moi, je ne fais que poser des questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça met en évidence? Et est-ce que vous imaginez pour vous-même, est-ce que vous avez une proposition de changement qui ferait que ça remonterait en fait un ou deux de vos facteurs? Mais autant en tant que manager, j'étais plus force de proposition parce que je considère aussi que c'est dans notre rôle de manager de montrer les possibles. On a une bonne connaissance aussi, une connaissance un peu plus large aussi de l'écosystème, donc on peut être facilement force de proposition. Quand c'est au collectif, faire une proposition à une personne comme ça devant les autres, ce serait vraiment en fait un peu la pointée du doigt, dire toi ça va pas, je te propose ça. Devant les autres, c'est pas, moi je le ferai pas. Par contre, poser la question là collectivement, est-ce que vous pouvez proposer, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait modifier dans l'équipe pour faire remonter un ou deux facteurs? Et c'est comme ça que des propositions du style tiens, on pourrait avoir un rôle de vigilance là-dessus, tiens, toi tu es à fond dans le social, est-ce que ça te dirait d'aller, et ça vient d'eux en fait. Pour moi, l'animateur à ce moment-là a trop de pouvoir, entre guillemets. Il pourrait être pris comme un manager. Il faut laisser un peu la casquette managériale de côté quand on le fait en collectif. On est là juste pour les aider. D'accord. Et si on va plus loin, par exemple, voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les cartes, on peut les trouver, mais pour avoir un guide, dans le livre, on peut retrouver justement ces techniques peut-être d'animation qui nous permettent de... Alors moi, je l'ai utilisé dans plusieurs contextes différents. Le guide qui est présenté dans le livre le présente dans le contexte où on le fait en entretien one-to-one et surtout par rapport à un changement. C'est, ce nouveau poste ou cette nouvelle organisation, comment est-ce que ça impacterait? Donc ça, c'est vraiment le guide de base qui est dans le livre que vous pouvez aussi retrouver sur des sites internet. Et puis après, avec la pratique, on l'adapte un petit peu à sa sauce. C'est ce que j'ai fait et vous pouvez aussi trouver d'autres exemples de pratiques en ligne. Merci. Je vois qu'il est 59. Je crois que Valérie, tu voulais du temps pour faire une conclusion. Une conclusion très très rapide, peut-être un dernier slide ou sinon on les enverra, mais c'était j'arrive avec les simplement des contacts. Vous remercier déjà de votre participation. En espérant que l'atelier vous aura plu. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur les leviers de motivation ou le coaching d'équipe, la facilitation, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Élodie. Et puis, si c'est plus sur le sujet du management de l'innovation, le schéma général que vous avez vu peut-être un peu vite au départ, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Voilà, sur tout ce qui concerne
management de l'innovation, les diagnostics, les accompagnements. Voilà, c'était juste la conclusion que je voulais faire pour finir à l'heure. Si vous souhaitez peut-être une dernière question ou intervention, n'hésitez pas quand même. Il est juste 19h, mais... Non, pas d'autres questions. Simplement. Oui, Élodie, vas-y. Est-ce que l'animateur il participe en même temps que l'équipe? Non. Il se met en retrait en fait dans l'animation. Ouais, pour moi, sur le rôle de facilitateur, d'une manière générale, je suis vraiment en retrait, je participe jamais au contenu. D'accord. Très bien. Après, c'est la pratique. Je voulais juste compléter en fait sur les contacts. Donc, moi, je suis plutôt spécialisée dans le coaching d'équipe, facilitation, formation, ce type d'outils et d'autres. Globalement, au niveau de, vous pouvez aussi globalement contacter TITAT, qui a aussi beaucoup de compétences autour de environnemental. Voilà. Si le défi en fait d'aller plus vers le zéro déchet, etc. vous intéresse, il y a aussi beaucoup de compétences dans TITAT là-dedans. C'est juste pas mon domaine, donc je peux pas vous en parler vraiment dans le détail. Et de toute façon, peut-être pour finir, rebondir, on espère faire d'autres webinaires, toujours autour de cette thématique management de l'innovation. Vous l'avez vu, il y a plein de sujets possibles. Voilà, et il est fort possible qu'on sollicite TITAT, que TITAT revienne vers nous pour d'autres interventions, d'autres intervenants. Donc, voilà, on vous en fera part avec plaisir. Merci encore en tout cas, puis merci à Élodie pour l'atelier qui était très pratique et très, très éclairant. Merci beaucoup. Merci pour votre Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.